Bonjour Elisabeth et Juliette. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association Territoire Pionnier? Oui, alors c'est une association en 1901, une maison d'architecture qui fait partie d'un réseau national de 33 maisons d'architecture en France et qui a pour objet la diffusion de la culture architecturale et urbaine auprès de tous les publics. Donc nous, on est anciennement la maison d'architecture de Basse-Normandie et en 2015, avec le changement d'échelle de la région, passage à la Normandie, on a changé de nom et on est devenu Territoire Pionnier, Maison de l'Architecture Normandie. Donc pourquoi Territoire Pionnier? Qu'est-ce qu'il y a au sens derrière ce mot? Voilà, en effet, alors on a choisi ce nom parce qu'en fait, avec la maison d'architecture basée à Rouen, on s'est questionné sur nos identités et sur nos façons de faire de la médiation. Et nous, on a une action qui est basée sur la rencontre et sur le terrain, l'action de terrain. Et donc, d'où cette idée de territoire. Et puis, on a pas mal d'actions qui sont expérimentales aussi, on essaye de faire du sur-mesure dans les endroits dans lesquels on intervient et du coup d'innover aussi dans les formats proposés, les formats de médiation, les formats de rencontres, les formats d'ateliers avec le public. Et donc, du coup, ce nom Territoire Pionnier reflète un peu notre activité et un peu en non manifeste en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions, d'événements que vous organisez? Alors oui, il y en a un certain nombre, il y en a surtout 3 qui jalonnent en fait les années. Donc il y en a un qui s'appelle Mini City Lab, donc c'est des travaux avec des scolaires. On suit entre 6 et 8 classes d'école primaire, ça c'est sur l'échelle de Caen Agglo en fait. Et donc on fait un travail sur toute l'année scolaire avec eux. On les accompagne aussi de professionnels et en fait ça donne lieu du coup à la fin à une mise en commun, une restitution. Donc par exemple cette année, ça doit être la 3e ou la 4e année, je sais plus. Non, ça commence à faire un moment qu'on fait ça. Avec les mêmes écoles à chaque fois? Non, ça change tous les ans. Ouais. On change en fait le sujet aussi en s'adaptant à l'actualité. C'est-à-dire quand les professionnels ou les élus ou dans la ville, il y a une actualité particulière, on essaye de faire travailler les enfants sur ce même sujet pour qu'en fait les contributions des enfants puissent nourrir le débat des professionnels ou des adultes et que du coup il y ait une vraie interaction, que ce ne soit pas juste un projet pédagogique pour le jeune public, mais au contraire que ce soit la voix aussi des jeunes citoyens entre guillemets qui puissent être portés via le projet. Du coup, cette année, on travaille par exemple sur la notion du chantier dans la ville. Et donc, on les fait travailler sur le chantier du tramway. Chantier un peu extraordinaire qui bouleverse complètement la ville aujourd'hui. Et c'est un chantier d'un équipement linéaire, donc ça a quelque chose de particulier aussi. Et on les fait aussi travailler sur le chantier de la Grande Halle à Colombelles, qui est du coup un gros lieu de réhabilitation d'un bâtiment industriel. Et en plus un chantier culturel donc ouvert au public où il se passe des choses, donc c'est très atypique aussi comme démarche. Le lieu en lui-même sera atypique aussi, donc la Grande Halle à Colombelles. Du coup on les fait travailler sur ces deux aspects du chantier qui vont ensemble, parce que c'est dans le même temps, dans le même territoire et qui en fait sont complètement aussi différents quoi. Il y a des différentes méthodes manières de voir ce chantier là. Du coup on les fait rencontrer les acteurs de la Grande Halle, du coup les architectes encore heureux, le WIP aussi qui est en charge de gérer ce projet-là. Par exemple, Normandie Aménagement aussi, je pense qu'il y a des rencontres avec eux. Et aussi on leur fait rencontrer les acteurs du tramway, du coup Tram Cité, des conducteurs du tram, des choses comme ça, pour qu'ils découvrent en fait la manière dont on construit ces projets-là. Une autre action, c'est le laboratoire des territoires. Donc ça fait depuis 2010, on mène des résidences d'architectes dans des quartiers ou dans des milieux ruraux, donc là dans notre région. Donc on a été les premiers en France à mener ce type de projet avec le ministère de la Culture qui nous a sollicité pour tester, expérimenter ces formats plutôt en milieu rural au départ, puis petit à petit on a développé en milieu urbain ou l'année dernière en milieu périurbain.
L'idée, c'est d'accueillir des architectes pendant 6 semaines dans un territoire, que leur sujet de travail, c'est le territoire, mais c'est le territoire physique, mais aussi ce sont les habitants de ces territoires. Donc avoir une lecture un peu globale, révéler les atouts et potentiels de cette commune ou de ce quartier, et puis mettre en synergie ceux qui sont là, les forces vives, pour qu'ensemble, ils prennent la mesure, ils redécouvrent, re-regardent ensemble ce territoire qu'ils partagent, et qu'ensemble, ils se mettent en mouvement pour essayer d'y développer des projets. Donc on est intervenu dans pas mal de communes où justement il ne se passait pas grand-chose, en milieu rural, des communes, ça vivote, ça continue, puis surtout ça décline, parce qu'il y a de moins en moins de commerce, parce que... Ça se dépeuple, c'est pas attractif. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas de transport public, c'est un peu... Ouais. Et donc du coup la résidence elle vient pour un peu, comme c'est des jeunes architectes souvent qui sont très enthousiastes parce que c'est pour eux une occasion particulière de mettre leurs compétences au service de ceux qui vivent là. C'est un temps particulier aussi hors agence, hors commande, c'est vraiment un projet culturel très libre. Ils arrivent dans le territoire et puis alors eux ils ont la pêche, tout ça, et donc ils vont voir les habitants, ils vont voir les élus, ils vont voir les élèves des écoles, des collèges, et nous on accompagne toute cette démarche en organisant des temps de suivi et surtout en essayant que chacun puisse trouver sa place, à la fois les architectes, à la fois les élus, à la fois les habitants, les structures, et que tout converge vers un temps fort final où on commence à activer de façon fine des potentialités du quartier ou de la commune. Ça parle beaucoup d'identité en fait, des territoires au travers de leurs habitants aussi. C'est aussi ça. En général, le tronc commun de toutes les résidences, c'est quand même ce thème-là. C'est comment... en quoi ce territoire est unique et en quoi, quelles sont vraiment ses spécialités, ses spécificités, qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce qui lui manque, mais qu'est-ce qui est déjà là finalement, qu'est-ce qu'il faut juste réveiller pour que finalement ça bénéficie à tout le monde. Des fois en fait c'est des solutions très simples et c'est ça aussi qu'on recherche en fait, c'est pas faire la révolution et tout bouleverser, non, c'est plutôt rester dans ce qui est déjà là et voilà, finement juste réactiver quelque chose. Enfin, c'est aussi système d'acupuncture, on utilise pas mal ce terme-là. Acupuncture urbaine, on agit à des points assez précis, en douceur, et en fait tout ça s'active et ça fait une énergie qui se développe un peu, quoi. Et par exemple, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement comme projet dans un village? L'année dernière, il y en a eu 3 en même temps, des résidences. Donc il y en a eu une à Hermanville-sur-Mer, une autre à Picauville, dans la Manche, et une autre à Val-d'Alière, dans le sud du Calvados. Donc il y avait un thème commun pour Picauville et Val-d'Alière, ce sont des communes nouvelles. En fait, suite à une réforme territoriale, il y a eu des communes qui se sont regroupées entre elles, donc plein de petites communes qui se rassemblent et qui forment une grande super commune. Donc la thématique c'était vraiment ça pour Picauville et Val-d'Alière, parce que c'était comment faire commune, comment aussi faire commun ensemble. Comment dire, qu'est-ce qu'implique cette nouvelle organisation. Donc en fait c'est parti dans des sujets différents, même si la question première c'était la commune nouvelle, ça a donné en fait des réponses et des thèmes différents dans les deux cas, mais c'est normal parce qu'en fait c'est pas les mêmes territoires, même si ils ont eu la même évolution. Et à Hermanville-sur-Mer, du coup le thème c'était le périurbain, du coup en fait le développement d'une commune satellite en fait de Caen finalement, entre la terre et la mer, enfin entre la côte, du coup c'est une commune littorale aussi. Donc voilà, c'était toute cette problématique là. Donc ça a été les 3 résidences qui ont été menées en même temps et qui donnent lieu, donc ça permet peut-être de faire la transition sur notre 3e action. Première question, voilà, on continue à répondre. Et ça donne lieu du coup à une exposition habitée, enfin, je sais pas, on appelle ça... Exposition et un programme de rendez-vous, on va dire. Au pavillon, du coup, pendant un chantier commun, le mois de l'architecture, donc en mars cette année, où en fait on restitue le contenu de ces 3 résidences qui se sont passées en même temps. Et en fait on travaille à déjà une expo pour que les gens puissent venir visiter et s'imprégner de tout ce contenu. Donc il y aura photos, films,
voilà, enfin on va pas tout Des dévoiler non genoux, plus, mais et surtout les 3 équipes d'architectes qui ont fait ces 3 résidences-là, reviennent chacune un week-end en fait pendant le mois de mars pour on propose du coup avec eux des rencontres, des ateliers, des moments d'échange, etc. autour de ce laboratoire des territoires dans le pavillon. Voilà. Donc on essaye de capitaliser un peu sur ce qui s'est passé, parce qu'en fait c'est assez éphémère les résidences, ça dure 6 semaines, c'est du temps passé, c'est des échanges, du temps de parole, il n'y a pas forcément des choses très concrètes en fait qui découlent de ça. Et en fait du coup c'est pour ça que c'était important de pouvoir revenir dessus avec le recul, avec le temps qui a passé et tout ça. Pour que les habitants des autres communes puissent s'inspirer. Exactement, de ce qui a été ouais. Et puis surtout que les Normands, de façon générale, et les habitants de l'agglomération puissent bénéficier aussi de tout ce qui a été expérimenté. Parce qu'en fait, le laboratoire des territoires, c'est aussi une espèce de laboratoire citoyen aussi. C'est un temps à part, un espace de discussion qui est ouvert et qui permet, alors avec les architectes aussi, d'expérimenter des façons de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, qui tirent des sujets aussi qui peuvent être mutualisés avec l'ensemble des communes, quoi, parce que ça revient toujours un peu c'est toujours un peu les mêmes sujets qui sont développés dans chaque résidence, sauf que la singularité du territoire, de l'équipe accueillie et des personnes qui vont participer vont tirer plus ou moins certains sujets. Donc par exemple à Hermanville, comme c'était des architectes qui sont aussi photographes d'architecture qui ont été accueillis, eux ils ont beaucoup travaillé sur les représentations. Donc ils ont fait à la fois alors eux ils ont eu aussi une démarche très active, parce qu'ils ont basé leur travail sur la déambulation à vélo et à pied. Donc c'était leur mode opératoire pour explorer le territoire, rencontrer les gens, et puis ça a été aussi le support de leur institution, puisqu'ils ont ouvert une promenade piétonne bourg-côte, enfin terre-mer. Et donc eux ils ont travaillé beaucoup sur les représentations du périurbain. Qu'est-ce qu'on a comme idée quand on parle d'Hermanville-sur-Mer, qu'est-ce qu'on a comme image en tête, et puis en fait eux, ils ont fabriqué plein d'images tout au long de leur résidence. Ils ont photographié les lotissements, des rues, des bouts de trottoirs, des gens dans les rues aussi. Voilà, des gens en train de jouer au foot sur les trottoirs. Dans ces lotissements-là finalement. Voilà. Et du coup, ils ont révélé aussi tout un pan de la vision d'Hermanville, parce que souvent on pense au bourg ou on pense à la côte, mais en fait le reste de la commune, c'est ou des champs ou des lotissements. Et des lotissements qui sont très fermés, qui sont une succession de quartiers sans lien, enclavés, enfin voilà. Et donc du coup, il y a énormément de fils à tirer de ça, parce que toute l'agglomération caennaise, ou même dans le Calvados, il y a énormément de lotissements. C'est aujourd'hui des grandes réflexions des autorités publiques ou même des élus, des architectes et des urbanistes. Et les habitants n'ont pas forcément conscience déjà de ce patrimoine qu'on a fabriqué et de son état et des paysages aussi que voilà. Ça a fait, de fait. Et puis des usages possibles ou pas, comment les habitants sont appropriés ou non ces endroits, sachant qu'il y a plein d'espaces interstitiels dans ces lotissements où on pourrait faire plein de choses. Et d'ailleurs, Gang à Hermanville a testé plein de choses. Ils ont fait une médiathèque hors les murs dans des bouts d'espaces verts de lotissement. Ils ont fait des essais aussi de friches, c'est-à-dire certains espaces étaient libres. Ils se sont dit, plutôt que de tondre et que ça coûte à la collectivité de tondre alors qu'il s'y passe rien, laissons en friche. Au moins, si ça accueille pas l'activité humaine, ça accueillera la vie, tout simplement, la faune et la flore, quoi. Et donc du coup, toutes ces expérimentations, elles sont pour l'instant restées à Hermanville, dans la résidence, mais du coup, nous, on souhaiterait les partager de façon plus large, parce qu'elles peuvent contribuer à susciter des idées, des envies aussi, des initiatives dans d'autres territoires. Oui, et des envies de la part des élus, ou même des habitants, ou les deux, parce que les élus, c'est aussi des habitants. Voilà. Mais voilà. Et puis les élus, on se rend compte aussi que quand par exemple, à Val d'Avière, ils nous ont dit on est content d'accueillir une résidence, parce que nous, élus, on a l'impression de faire plein de choses, mais on en a marre on n'a pas marre, mais on est un peu au bout de notre action d'élu,
Et on aimerait bien que les citoyens reprennent, enfin, soient aussi force de proposition. Et la résidence, ça a été l'occasion justement de mobiliser la population, d'organiser pas mal de débats citoyens. Là, Margot et Camille qui ont été accueillies là-bas, elles étaient vraiment là-dessus. Et elles ont travaillé plein de formats aussi, de discussions collectives avec des mots qu'on pioche, on va marcher, ça permet de travailler, de réfléchir à deux en marchant avec les mots qu'elle donnait, puis après de revenir, de mettre en commun, de projeter aussi, elles ont travaillé aussi sur la vidéo. Et donc tous ces outils d'échange et de construction collective, elles les ont testés donc à Val d'Alière. Et l'idée c'est de les retravailler aussi pendant chantier commun au laboratoire des territoires, avec des temps un peu spécifiques, dont une grande journée qu'on a appelée la grande enquête, qui va être un temps d'exploration, de mise en commun, d'échange, de fusion d'idées en prenant comme territoire d'exploration les alentours du pavillon. Voilà. Donc on voit que l'agencement d'un territoire et la réflexion de comment on va l'agencer au sein d'une commune ou quoi, ça crée beaucoup de liens sociaux et aussi ça peut favoriser l'écologie en fonction de comment on aménage. Enfin, prendre conscience déjà qu'on habite dans un environnement, c'est-à-dire on est beaucoup hors sol aussi, nous-mêmes, on voit même en milieu rural des enfants qui sont de chez eux à l'école en voiture, de la voiture à la boulangerie en voiture, et ils font tout en voiture en fait, et du coup il y a une espèce de culture un peu hors sol, mais qui est valable un peu partout aujourd'hui. Et du coup, si on veut, et nous c'est un peu notre ambition aussi, c'est initier des projets durables de territoire vraiment sur mesure pour que ça soit vraiment durable au sens de la durée dans le temps, mais aussi dans la durée, une durabilité aussi, parce que respectueux aussi de l'environnement dans lequel ça s'inscrit. Si on veut que ce soit le plus durable possible, il faut que ce soit le plus sur mesure, le plus aussi proche de concret. Et donc c'est aussi revenir dans le territoire, c'est-à-dire sortir du hors-sol et se réancrer, se reconnecter à la fois avec le lieu où on habite et à la fois avec ceux qui sont là autour de soi. Faire prendre conscience tout le temps. Parce que quand on est tout le temps dans sa voiture tout seul, on voit pas qu'on habite une communauté aussi. Parce que cette communauté, on la croise pas, on se frôle en voiture, quoi, mais on fait rien ensemble. Et donc tout d'un coup aussi, redonner de la place dans l'espace public pour échanger, ça veut dire par exemple comme à Picauville, eh bien, enlever les voitures pendant une journée, installer un mât qui est représentatif de la commune, le faire symboliquement ensemble, porter ce mât, l'amener, le planter, prendre le temps d'être tous ensemble pour ce temps symbolique qui vient marquer et festif et convivial avec un banquet ensuite. Voilà, c'est marquer les esprits et tout d'un coup se dire ah bah oui, j'habite ici, mais j'y habite pas tout seul, j'habite avec une communauté, et comment ensemble on peut se reconnecter les uns aux autres et se reconnecter au lieu où on habite. Il s'agit pas forcément d'être ambassadeur de sa commune ou chauvin, tout ça. On n'est pas trop là-dedans, mais c'est surtout on s'attache beaucoup quand on travaille en centre-ville ou en milieu rural ou même en périurbain. On se questionne aussi beaucoup sur les centralités, en fait, où sont les centralités. Et des fois on s'aperçoit que non, c'est pas la place de l'église parce qu'en fait là-bas il n'y a plus rien à part des voitures. Donc en fait il y a d'autres lieux en fait qui ont le pour rôle de centralité dans le sens lieu de rencontre en fait, lieu de partage. Et nous en termes d'espace, vu qu'on est architecte urbaniste, c'est un peu notre sujet aussi dans tous nos projets finalement, parce que aujourd'hui c'est un peu la crise des centralités en fait en France. Il y a les centres-villes sont pas forcément les lieux où on se rencontre le plus. Dans certaines villes, ça devient les zones d'activité, de centres commerciaux, qui deviennent des centres en fait. Du coup, nous, on essaye de... je sais pas, moi, c'est un truc qui puis un peu aussi, quoi. Ouais, puis du coup, les habitants là-bas, c'était Picauville, c'était flagrant. Alors, on disait, vous vous croisez où alors? Parce que là, cette place, il n'y a personne. Franchement, à part la boulangerie où vous croisez peut-être un peu, devant l'école, mais en fait, ils disaient, on se croise au Super U de Sainte-Mère-l'Église. C'est-à-dire, c'est même plus dans leur commune. C'est qu'ils se croisaient en fait, mais complètement en dehors de la commune, au Super U. Vraiment, c'est juste. Voilà, ils se croisent parce qu'ils se croisent.
Mais ce qui est aussi le rôle de la place publique, c'est-à-dire que la place, quand on vient faire son marché, normalement, on se croise et on discute. Et c'est là aussi que la place, elle devient, elle permet à chacun de se rencontrer, d'échanger. Enfin, c'est important ça. Et là, du coup, ça se passe plus dans le centre du bourg, ça se passe complètement ailleurs, parce qu'il y a la voiture, il y a les pratiques d'achat qui font qu'on sort. Et du coup, ça a changé. Bah non, mais quotidien des gens. Mais du coup, c'est important déjà qu'ils en prennent conscience, parce qu'en fait, ils étaient là, bah oui, notre vie, nanana. Et en fait, tout d'un coup, on pose des questions. Quand même de partager plus, c'est ça. Bah oui. Tout le monde aime les bourgs conviviaux où il y a des terrasses sympas, où la place est animée, où il y a du monde qui passe. Mais en réalité, c'est pas réel. Enfin, aujourd'hui, c'est pas toutes les villes, tous les bourgs ne sont pas pourvus de cette qualité en fait. Donc, et du coup, nous, notre rôle, c'est pas de changer, c'est pas de faire revenir tout le monde sur la place de l'église parce que c'est le modèle traditionnel en fait, parce que là, les temps changent, il faut qu'on évolue aussi, mais c'est au moins de faire prendre conscience aux gens de où ils se rencontrent, où ils ne se rencontrent plus et pourquoi. Et du coup, déjà en parler, en fait, c'est déjà énorme en fait. Enfin, je pense quand même. Voilà, oui. Notre rôle, comme on est une structure culturelle, notre rôle, c'est vraiment aussi d'appuyer sur cet aspect culturel qui est un peu immatériel, on va dire, qui est là, qui peut faire sens pour chacun, qui peut rassembler, mais qui du coup est plutôt de l'ordre de l'état d'esprit, de l'ordre de la prise de conscience. Et ça c'est notre travail en fait, de passer d'un moment où on habite un lieu et on s'est jamais posé la question de comment il était fait, pourquoi c'était comme ça, à tout d'un coup, moi je préférerais ci ou ça, et du coup comment je peux agir pour que mon lieu de vie évolue dans un sens qui me conviendrait mieux en fait. Et puis après, c'est très long après pour changer la structure d'un village. Ouais. C'est très très long. Et on se dit, une des manières de commencer, c'est déjà d'impulser ce mouvement en fait. Voilà. Créer l'envie, le désir. Il ne s'agit pas de bouleverser. Si on souhaite travailler sur ces notions-là, il faut aussi le faire vraiment sur mesure. Donc en fait, il faut y aller doucement, quoi. On ne peut pas arriver et dire, nous on veut dire comment. Enfin, nous on défend justement. On lutte plutôt contre cette vision de l'architecte qui sait tout, le sachant. Non, c'est pas vrai. Les meilleurs experts de leur lieu de vie, ce sont les habitants. C'est ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. C'est les habitants qui sont eux-mêmes les experts de leur lieu de vie. C'est pas l'architecte qui vient de la ville d'à côté qui sait mieux. Enfin, par contre, il peut les aider à trouver les solutions. Il est quand même à mettre en forme. Mais c'est pas ça du tout l'idée de venir transformer comme ça. Sans aucune mise en contexte, sans connaissance vraiment du territoire, de manière hors sol. C'est encore l'idée du hors sol. Ouais. Mais c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le quartier des 4 ans, parce qu'on s'est installé là il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et quand on est arrivé, c'est vrai qu'on est une association architecte urbaniste, donc les gens nous ont vu arriver, super, vous allez nous faire un projet pour la place. Et nous on a dit non. C'est vous qui allez le faire. Déjà, c'est pas du tout à l'ordre du jour à la mairie de faire un projet d'aménagement, donc c'est pas du tout notre rôle. Par contre, nous, on peut contribuer à faire émerger des choses sur la place, créer des événements avec vous pour que ça change, pour tester des usages, pour tester des façons de se l'approprier. Donc ça fait plusieurs années qu'on mène des projets dans le quartier des 4 ans. Et l'idée, c'est pas d'arriver, alors il y a certains projets où c'est nous qui sommes moteurs à fond, et puis il y en a d'autres où on essaye de rassembler tout le monde sur un temps commun. Et du coup, ça permet aussi de tester des configurations différentes. Donc Parking Day par exemple, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Donc c'est une journée de réappropriation mondiale des espaces de stationnement, des places de stationnement. Donc l'idée c'est de privatiser, en fait comme on paye son parking, on privatise une place. Et l'idée là c'est de la privatiser payant, mais sans voiture, et en montrant qu'on peut faire d'autres activités, des activités ludiques, créatives, conviviales. Donc ça fait 3 années qu'on fait ça fait 3 éditions. Au départ on était juste devant chez nous, c'était vraiment, en plus c'était pour l'inauguration de Territoire Pionnier, donc c'était juste devant. Petit à petit on a commencé à s'exposer un peu sur la place, et l'année dernière on était vraiment au cœur de la place, où là on a fait venir
plusieurs associations, l'Humanivelle, il y avait la Maison du Vrac qui était partenaire aussi, il y a la Maison du Vélo qui est venue faire un atelier solidaire, il y a une association de Kansas Swing là, qui est venue danser aussi. Et donc du coup on a eu un pique-nique aussi. Voilà, une espèce une auberge espagnole. Une auberge espagnole le midi parce qu'il y a tous les commerçants autour qui vendent des plats à emporter. Donc du coup c'est simple de venir les partager au milieu s'il y a des tables. Et donc ça c'est une façon aussi de créer des nouvelles représentations de cette place, c'est-à-dire de montrer des potentialités, qu'on active une journée, c'est un peu sur cette idée d'acupuncture de tout à l'heure là. Pendant une journée, on va activer des places de parking ou d'autres espaces sur l'année, sur d'autres temps. Et du coup, c'est montrer aux habitants les potentialités de cette place. En mode c'est possible de changer. Ouais, voilà, c'est ça. Que c'est avec des moyens ultra simples. C'est-à-dire, nous, on a notre petit bar portatif, là, on le sort, hop, ça y est, on met nos bancs et nos tables, et ça y est, ça devient un peu l'esprit guinguette, très rapidement en fait. Et que c'est pas forcément des gros aménagements et des gros investissements qu'il faut, c'est peut-être une façon aussi citoyenne ou même voilà, conviviale de s'approprier les espaces. Et petit à petit, en faisant ça, les habitants, et je pense aussi plus largement aux habitants de l'agglomération, il y a des imaginaires aussi qui... On parlait de changer les représentations tout à l'heure, on parlait de représentation. Le fait de changer les représentations, de montrer d'autres images de cette place, ça suscite l'imaginaire et ça ouvre des possibles. Et nous, notre rôle, c'est ça, en fait. D'un coup, nos actions, elles suscitent des possibles, elles donnent envie, et puis du coup, derrière, elles poussent aussi ceux qui vivent là à passer à l'action, mais de façon douce. Et c'est pour ça que c'est une espèce de révolution culturelle, mais... Révolution, c'est peut-être même trop, c'est petit à petit une évolution des espaces. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre projet, de votre parcours personnel? Oui. Ce que vous avez fait comme études, tout ça. Qui commence? Vas-y, toi. Voilà. Donc moi j'ai fait... moi je viens de la région parisienne déjà, où j'ai grandi au pied des immeubles. J'ai fait une école d'architecture à Strasbourg, qui s'appelle l'ENSAIS, maintenant qui s'appelle l'INSA, mais à l'époque c'était l'ENSAIS, qui est une section architecte dans une école d'ingénieurs. Et j'avais pas forcément rêvé d'être architecte quand j'étais petite, contrairement à mes collègues de promo. Mais ces études, ça m'a complètement changé le regard sur mon lieu de vie en fait. Avant, j'avais l'impression que je n'avais jamais regardé, et en étant à l'école d'archi, je me suis rendu compte qu'il y avait autour de moi des sources de curiosité intarissables, avec, si on est un peu curieux, un peu explorateur dans l'âme, il y a énormément de choses qui se passent dans son lieu de vie, que ce soit la faune, la flore, les projets, les bâtiments, les acteurs, les événements, voilà, c'est vraiment tout le temps en mouvement. Et donc ça, j'ai découvert l'école d'archi, et quand je suis sortie d'école, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est transmettre justement ce déclic, ce nouveau regard sur les lieux de vie. Donc j'ai fait très rapidement de la médiation. Donc j'ai créé une association qui s'appelait Atelier 3e étage, qui était basée à Hérouville-Saint-Clair. Donc je suis arrivée à Caen aussi, parce que mon mari a trouvé du travail ici, donc on est venu s'installer à Caen, que je ne connaissais pas du tout. Et donc à Hérouville, qui est une sorte de laboratoire urbain, une ville nouvelle qui portait des valeurs très collectives aussi, une vision de la ville vraiment utopiste aussi. Avec l'atelier 3e étage, j'ai commencé à faire de la médiation auprès des scolaires pour du coup leur faire découvrir cette ville nouvelle, ses principes, son dessin, ses principes urbains, et puis la collection aussi de projets d'architecture contemporaine du centre-ville, qui ont été confiés à des équipes à la fois de renommée internationale et aussi des équipes d'architectes émergents, innovants. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai accompagné aussi des démarches de concertation dans le cadre de projets de rénovation urbaine à Caen, à la Pierre-Rosée et à Hérouville. Et donc du coup, j'ai eu à la fois une expérience pédagogique auprès des enfants et puis une expérience aussi de terrain, à tester plein d'outils
Et je me suis rendu compte que les habitants, enfin de façon générale, étaient assez éloignés de la culture architecturale et urbaine. Bon, ça je m'en doutais, mais d'être autour des projets de rénovation urbaine, de les discuter avec architectes, élus et citoyens, eh bien, le fait de ne pas partir chacun avec la même connaissance de la discipline et du même vocabulaire et la même lecture, du coup pour les discussions c'est plus difficile. Donc du coup moi je faisais une sorte de lien entre les uns et les autres, à reformuler les visions des uns et des autres pour que tout le monde se comprenne bien autour du projet. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en parallèle, j'ai commencé à développer l'action de la Maison de l'Architecture, puisque j'étais architecte, j'étais aussi membre de la Maison de l'Archi, qui elle commençait à petit vouloir s'ouvrir au grand public pour partager, par exemple avec la loi SRU, là, en 2004, il y avait une obligation de faire des concertations avec les projets urbains. Et en fait, les architectes se sont dit, il faut qu'on s'ouvre en fait au grand public, parce que prendre part à ces concertations, ça ne peut pas se faire comme ça, sans aucune connaissance sur rien, sur comment fonctionne, comment même on lit un plan, comment on s'y retrouve dans un projet de quartier, quelles sont les contraintes, voilà. Donc du coup, la Maison de l'Architecture a commencé à s'ouvrir et à développer ses activités, et du coup moi j'ai accompagné tout ça avec voilà, puis jusqu'à maintenant. Toi, alors du coup, moi j'ai un autre parcours, j'ai fait ma formation à la fac. J'ai fait mes études d'abord à Rennes, où je suis allée étudier du coup la géographie. Et après du coup j'ai fait l'Institut de géoarchitecture à Brest, moi je suis revenue à Brest, où là c'est un master pareil à la fac d'urbanisme. Et donc du coup là c'est un parcours quand même professionnalisant, donc dans le sens où on a pas mal de stages et surtout en fait là c'est vraiment l'urbanisme, enfin c'est vraiment déjà plus spécifique. Il y a toujours la dimension géographique qui fait complètement, qui intègre l'urbanisme aussi dedans, forcément. Mais là du coup on parlait aussi d'urbanisme social, culturel, enfin, voilà. C'est opérationnel, réglementaire, donc il y a plein de facettes aussi à l'urbanisme. Moi j'ai assez vite, je me suis pas trop intéressée à tout ce qui est urbanisme réglementaire, c'est pas trop ma tasse de thé. L'urbanisme opérationnel c'est hyper intéressant aussi, mais pour moi c'était trop technique aussi pareil, même si je trouvais ça hyper intéressant. Et donc du coup la formation elle m'a amenée plutôt à tout ce qui est culturel, donc c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui. Et aussi à tout ce qui est en fait finalement on n'est pas des gens qui ayant des profils spécifiques, on n'est pas du tout spécialisé dans un domaine. En fait ce que ça nous apprend la formation d'urbaniste c'est plutôt comment discuter avec tout le monde en fait. On connaît à peu près tous les métiers qui composent l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'architecture. On nous apprend à bien dialoguer, à comprendre tout le monde et à pouvoir faire émerger des projets dans le consensus en fait, que tout le monde soit d'accord et que le projet puisse exister. C'est ça le but en fait. Donc c'est beaucoup de coordination, c'est pour ça que pendant toutes mes études, on n'avait aucun projet individuel. En fait, tout était en groupe, tous les projets. Donc c'est pareil, c'est de la gestion de nos petites équipes et tout. Enfin, ça nous apprend vraiment, c'est très formateur pour ça. Et donc du coup, mon premier boulot, c'était... j'ai trouvé du boulot d'abord à Brest. Et du coup, j'étais urbaniste dans une agence d'architecture. Du coup, là, je faisais des projets urbains et je travaillais beaucoup justement sur le rural. Où là, du coup, c'était des élus qui nous appelaient, qui faisaient un appel à projet. Et du coup, nous, quand on était revenus, on bossait sur ces communes-là. Et c'était, le bourg se meurt, comment on fait quoi? Et du coup, nous, on faisait de la programmation. Donc, en fait, on faisait toute une étude pour connaître l'histoire un peu de ce bourg, pourquoi il en était là aujourd'hui, et sur quel levier on pouvait activer pour justement commencer, parce que là, les équipes se retrouvaient devant une montagne, ils ne savaient pas du tout comment faire, en fait, par où commencer. Et du coup, il y avait toutes les problématiques de patrimoine bâti, en fait, des vieilles maisons qui sont plus adaptées au mode de vie d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on n'habite plus à la famille entière dans la même maison, enfin, c'est fini. Sauf qu'il y a plein de bourgs où c'est encore comme ça, les modèles de maisons. La place publique, où pareil, la dernière boulangerie a fermé, du coup c'est la cata.
ça se dépeuple complètement, parce qu'il y a eu un choix dans les années 80 de faire une route qui dévie le bourg, et alors du coup, il n'y a plus de passage dans le bourg. Enfin bref, c'était toujours les mêmes histoires un peu, hein, donc forcément toujours des réponses différentes, parce que encore une fois, nous, on travaillait beaucoup en concertation, on faisait beaucoup d'ateliers avec les habitants, on allait même habiter sur la commune en fait, quand c'était un peu loin de l'agence de Brest. On n'allait pas trop loin parce qu'il fallait qu'on puisse faire les déplacements facilement et s'y rendre quand on voulait. Mais du coup, ça nous arrivait d'habiter une semaine entière, de délocaliser le bureau et d'aller sur place pour pouvoir enfin rencontrer les gens. Parce que sinon, si on reste que la journée, les gens travaillent, donc on ne peut pas les voir. Donc voilà, on était dans cette démarche-là. Je suis restée 2 ans et demi, 3 ans dans cette agence. Et après, je suis arrivée à Caen. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de mes expériences passées qui retrouvent les thèmes sur lesquels on travaille aujourd'hui à Territoire Pionnier. Du coup, mon vécu dans le milieu rural notamment. Et puis le côté aussi, la sensibilité un peu à l'architecture et la vision de l'architecture sociale, quoi. Enfin, c'est surtout ça en fait. Est-ce que vous auriez un modèle qui vous inspire ou un livre à conseiller aux novices en architecture qui fait le lien entre l'écologie et la solidarité? Là t'en as un, je pense. Alors moi j'en ai un, moi je suis à fond. Il y en a un que j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais qui a vraiment été, qui est vraiment génial, qui s'appelle Les territoires du vivant, de Mathias Rollo. Mathias Rollo, c'est un architecte mais aussi un chercheur en architecture. Et il est génial, son livre est vraiment génial. Vraiment, il essaie de faire la prospective en se disant voilà, aujourd'hui, le modèle, l'architecture qu'on construit complètement. On parlait tout à l'heure de hors-sol, mais voilà, on est hors-sol, on est dans des logements qui sont construits avec des matériaux qui sont pas vivants, rien ne va. En gros, ça appuie du tout, là, c'est la dérive totale. Et l'idée, c'est de se reconnecter au territoire et de vivre en symbiose avec la nature qui est là, quoi, en gros. Et lui, il défend le biorégionalisme. Donc c'est en fait... lui, il explique beaucoup mieux, mais c'est vraiment se reconnecter à l'endroit où on vit, au savoir-faire, aux matières disponibles, et de vivre en harmonie et en symbiose avec la région dans laquelle on est. Mais c'est pas forcément la région au sens administratif du terme. Non, c'est plutôt un bassin de vie, un social aussi. Ouais, voilà. Ça peut être plein d'échelles différentes en fait, de régions. Ça peut être ton bassin de vie ou la région géologique, ça peut être plein de choses finalement qui se superposent entre elles et qui forment ta région, quoi. Et au niveau des matériaux pour construire les bâtiments, tout ça, en fait, c'est des matériaux qui sont pas du tout écologiques, je suppose. Le béton, déjà, là, on est un petit peu au bout, on va arriver au bout du sable, quoi. Il y a un moment, ça va plus être possible, donc là, on en a utilisé, abusé, donc c'est comme toutes les matières, on va arriver c'est pas comme... c'est fini, quoi, la réserve est finie, donc comment aussi on revient à des matériaux qui sont des matériaux biosourcés, des matériaux qui sont là, en fait, avec lesquels les villes, ils essayent de tendre vers ça. Les villes, non, là, pour l'instant, c'est très peu d'architectes et très peu de... Ça reste un peu à la marge. Là, pour l'instant, c'est un peu l'objectif, quoi. Ça serait une solution, on va dire. Ça serait un axe à développer, mais qui est là et qui s'est développé comme on construisait avant. Par contre, l'idée, c'est pas forcément de faire tout comme avant, mais c'est plutôt développer des nouvelles technologies, technologies au sens pas forcément high-tech, mais des savoir-faire et des pratiques techniques avec nos outils d'aujourd'hui, nos connaissances d'aujourd'hui, mais avec des matériaux qui soient des matériaux naturels ou des matériaux qu'on trouve sur place. Voilà. Et de réemploi. Ou de réemploi, ça c'est très important. Réutiliser, parce qu'il y a beaucoup de démolitions aussi dans les villes, partout. Et du coup, c'est aussi, là il y a un gros travail à l'échelle même nationale de bien déconstruire pour pouvoir réutiliser. Parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément en fait, aujourd'hui, mais même les matériaux isolants, certaines pièces en fait, même les portes, ça c'est presque c'est même plus dans le gros œuvre, mais les portes, les lavabos, les WC, tout ça, ça peut se réutiliser. En fait, aujourd'hui, ça devient des déchets tout le temps.
Mais des éléments de charpente. Systématiquement, c'est du déchet en fait. Sauf que non, enfin, ça a une vraie valeur. Et bon, par contre, ça implique de passer dans le mode économie circulaire. C'est déjà difficile de faire le tri chez soi en individuel. Quand on commence à passer au bâtiment, on est dans une autre échelle, on est vraiment à une grosse échelle, avec toute une filière qui est derrière, qui est organisée, avec des savoir-faire organisés aussi. Donc si on passe au réemploi des matériaux, ça veut dire repenser entièrement la filière de A à Z, de la commande du bâtiment aux représentations aussi du bâtiment par les usagers en réemploi. Et puis après, aux artisans... Que le démolisseur il puisse faire ça, parce que c'est aussi des techniques qui sont différentes. Que les artisans puissent réutiliser des matériaux existants, que les architectes conçoivent le bâtiment en fonction du matériau. Donc voilà, mais toute la filière, parce que ça se fait déjà en fait. Donc c'est possible. Donc nous, ça, on essaye de soutenir ça. Par exemple, là, pendant le chantier commun, on va faire une après-midi autour du chantier de la Grande Halle, qui est assez emblématique justement dans cet engagement à la fois de la maîtrise ouvrage, à la fois des architectes aussi, qui portent vraiment cette idée de réhabiliter ce bâtiment en réemploi. Du coup, on fait une après-midi là-bas où eux, ils vont partager leur expérience, comment ça a été possible à la Grande Halle. Et puis ensuite, d'avoir des intervenants dans une deuxième table ronde qui, eux, vont présenter l'état de la filière en ce moment en Normandie, ou les actions qui sont mises en place pour faciliter sa mise en place. Et aussi des acteurs comme Bellastock, qui est un collectif d'architectes qui est basé à Paris, mais qui est référent au niveau maintenant européen aussi, avec un projet Interreg avec Rotor, qui est aussi une agence d'archives et qui est en Belgique, et qui sont maintenant vraiment... Ils sont hyper pointus sur le sujet. Voilà, c'est ça, ils maîtrisent vraiment le sujet, et ils peuvent vraiment dire très concrètement par où commencer, comment se mettre en place un projet. Et donc du coup, autour de ces deux tables rondes, autour d'un projet concret et d'acteurs qui sont là pour participer et faciliter les choses, avoir vraiment un temps offert à l'ensemble de la filière en Normandie pour que ça puisse... pour soutenir le développement de ce mouvement-là, quoi. Et justement, à propos du livre, moi je proposerais le livre de Lieu Infini. C'est en fait ce que la Grande Halle a fait partie de 10 lieux infinis qui ont été présentés l'année dernière du coup, à la Biennale d'architecture de Venise. Donc c'est tous les 2 ans, il y a une exposition internationale d'architecture. Il y a un pavillon qui représente des pays, et donc il y a le pavillon français. Et cette année, du coup, les commissaires de cette expo, c'était Encore Heureux, qui sont architectes de la Grande Halle à Colombelles. Et en fait, ils ont présenté 10 lieux infinis, 10 lieux en fait de réhabilitation, donc dans toute la France en fait, où il y a des nouveaux usages très mixtes en fait qui apparaissent. C'est des lieux qui mélangent à la fois, qui peuvent mélanger habitation, lieu de rencontre, lieu culturel, lieu de travail, etc. Et c'est des histoires à chaque fois très différentes. Et du coup, il y a eu un livre qui est apparu pour en fait retracer tous ces 10 lieux-là. Et je trouve qu'en fait, à la fois, si on s'adresse au grand public, je trouve que c'est hyper accessible comme livre. Et ça montre en fait plein d'initiatives, plein de projets très concrets en fait, qui aussi portent des valeurs. Je trouve qu'on partage beaucoup en fait. Parce que c'est vrai que cette année, le mois de l'architecture, il est plus orienté transition. Ouais. Qu'est-ce qui a fait le déclic un peu quelle est la démarche? Là, c'était le cheminement de l'année dernière, à peu près de avril jusqu'à je sais pas, octobre, jusqu'à aujourd'hui. En fait, du coup, on co-organisait l'événement avec nos collègues du forum à Rouen, et qui eux, on s'était arrêtés. Donc nous, on s'est retrouvés en avril avec l'événement entre les mains, et on s'est dit, on va en prendre la direction. Justement, comment on voudrait le colorer avec notre façon de faire. Voilà, première fois, on est tout seul à la direction de l'événement. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas continuer à appeler ça mois de l'architecture contemporaine en Normandie, parce que nous, ça nous paraît trop vaste comme sujet, comme entrée. Et on s'est dit, on va essayer de trouver un nom qui colore l'événement à la sauce territoire pionnier. Et puis peut-être plus attirer un panel de gens très variés. C'est Moi de l'architecture, les gens ils vont dire voilà. C'est architecte. Voilà, c'est ça. Donc on a quand même un public qui fidèle, qui vient au mois de l'architecture. L'année dernière, en 2018, sur l'ensemble de la Normandie, il y avait 12 000 visiteurs quand même. Donc on a quand même un public qui vient.
avec beaucoup d'événements. Nous, on voit des petits événements où tu as 30 personnes, 40 personnes, parce que c'est des visites, et que des visites de chantier, par exemple, il y a une jauge maximum, et tu peux pas dire je vais faire venir 200 personnes, c'est pas possible. Donc du coup, avec plein de petits événements, on arrive quand même à générer beaucoup de visiteurs. Donc on s'est dit, ces visiteurs-là, ils sont curieux, ils viennent depuis 7-8 ans visiter des choses avec nous, ils nous font confiance, ils viennent, on teste des nouveaux formats, ils viennent encore, c'est complet. Enfin là, l'année dernière, 85% des visites dans l'agglo étaient complètes, et on a même été obligé de rajouter des dates. Donc on s'est dit, voilà, ces visiteurs-là, ils sont intéressés de nos sujets, on peut pas les laisser, enfin, on continue. Et puis on a aussi une façon de construire l'événement, qui est c'est aussi notre façon de travailler, c'est qu'en fait, on est peu dans l'équipe, et donc quand on travaille avec des partenaires, souvent on les implique, et c'est vraiment une vraie réciprocité, une co-construction des événements qu'on fait ensemble. Donc eux, ils viennent nous voir parce qu'ils ont quelque chose à montrer, et nous, on a cet outil culturel du mois de l'architecture qui permet d'offrir une certaine vitrine, en tout cas une connexion avec le public. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment une co-construction. Donc quand on s'est posé la question de faire évoluer l'événement, on s'est dit, il faut absolument qu'on continue cette collaboration et cette co-construction. Vraiment, ça, c'est notre façon de travailler. Il faut qu'on travaille on a ce public-là qui est là, et comment on avance. Et en fait, Juliette parlait tout à l'heure de la Biennale d'architecture de Venise. En fait, on travaille avec le WIP, avec leur chantier culturel. On accompagne le chantier, enfin, voilà, on est assez proche de ce projet-là. Et donc on est allé en université d'été à Venise l'été dernier. Pendant la Biennale, du coup. Pendant la Biennale. Donc réfléchir au projet de la Grande Halle. Et en même temps, nous, ça nous a permis aussi de prendre du recul par rapport à notre fonctionnement et de nous poser pas mal de questions. Enfin, ça nous a vraiment ouvert à plein de choses. On a vu le pavillon français, voilà, et ça nous a conforté aussi dans des positionnements qu'on avait déjà. Et puis après, un petit peu plus tard, fin août, Nicolas Hulot est parti du gouvernement. Donc ça, moi j'ai vécu l'annonce en direct sur France Inter, et ça m'a vraiment... je me suis dit, non mais là, si même lui il s'en va, là, mais qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. Je me suis dit, non mais là c'est bon, donc le gouvernement laisse tomber, les élus on les voit, c'est pas gagné, donc qu'est-ce qui se passe? Il va falloir, peut-être c'est aux citoyens du coup, en tant que citoyen je me suis dit, ça va être à nous de faire quelque chose. Quelques temps après, Aurélien Barraud, la Climax, qui prend la parole, c'est la vidéo qu'on a vue tourner de façon virale sur les réseaux sociaux, où il est sollicité pour donner l'état de la planète, et puis au lieu de rester sur des chiffres et sur une approche scientifique, il s'arrête tout de suite et il dit voilà, ça va être politique, il faut absolument que là, c'est bon, on sait qu'on va dans le mur, donc là maintenant on s'y met, quoi, et on y va, on passe à l'action. Et donc tout ça est venu s'agglomérer, quoi, à nos réflexions. Et puis du coup, derrière, moi j'ai enchaîné des lectures, et voilà, il y a eu pas mal d'articles aussi, petit à petit, il y a eu des marches pour le climat, il y a eu pas mal de choses qui sont... Quoi comme lecture? Quoi comme lecture? Le bouquin de Cyril Dion, le manifeste de résistance contemporaine, voilà, c'est ça. Moi j'avais pas vu du tout le film Demain, après-demain, tout ça, allez hop, ça, j'ai pris le temps de les regarder. J'ai aussi regardé des conférences de Bruno Latour, qui est un sociologue qui a sorti un livre qui s'appelle Où atterrir en politique. Donc voilà, on est dans l'avion du capitalisme, là tout va bien, ça monte, et puis là on est en vol, et puis on se dit où on va atterrir, parce que là, cette direction-là, ça profite à 1 ou 2% de la population. Et puis en fait, les autres, on nous a bien fait rêver, mais en fait, on n'en bénéficie plus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et donc lui, il prône un retour au territoire. Voilà, et puis il donne aussi un certain nombre d'éléments, notamment il fait le parallèle avec les cahiers de doléances qui ont été ouverts par Louis XVI quand il ne savait plus quoi faire pour son pays. Où il a fait appel à la population sur l'ensemble du territoire français pour savoir, eux, sur leur territoire, dans leur petite commune, ce qu'ils avaient comme souci et ce qu'ils avaient à faire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il a été... c'est presque...
Son livre est sorti juste avant que se lance maintenant le grand débat, mais il y a vraiment des parallèles entre son discours et puis ce grand débat maintenant. Et puis voilà, petit à petit, voilà, il y a eu aussi le livre de Mathias Rollo, là, Les territoires du vivant. Voilà, plusieurs lectures comme ça, des articles aussi pas mal. Et nous, on a aussi eu une séance de travail qui a été importante parce qu'on a passé du temps à bien se dire le mois de l'architecture, qu'est-ce qui marche, quel format marche, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on fait cet événement culturel, quel est notre objectif en fait derrière tout ça. Et puis voilà, petit à petit ça s'est construit. On avait pendant cette séance de travail abouti à ce nom, chantier commun. C'est vraiment c'est ressorti de nos discussions. Chantier parce que on parle de construction, mais de construction de réflexion, d'expérimentation, d'initiative et de projets très concrets. Donc chantier, c'est tout ça. Ça définit plein de choses. Ça définit plein de choses. Et puis le commun, alors c'est vrai que c'est vraiment un mot qui est utilisé à tout va maintenant, mais c'est pas chantier collectif ou chantier collaboratif, c'est vraiment, on fabrique aussi ces paysages et ces lieux, même si au départ ils sont privés, voilà, tout ça c'est quelque chose qu'on partage, la communauté partage, quoi. Donc du coup, chantier commun, c'est aussi une invitation du coup à prendre part à la construction en fait de nos lieux de vie, à la fois dans la réflexion et à la fois après dans leur fabrication. Et donc ça, c'est vraiment pour positionner l'événement en fait. Et après, on s'est dit, bah voilà, nous on a ce mois de l'architecture qui est un outil culturel qui finalement touche quand même énormément de monde. Vu de la taille de notre structure, on est quand même tout petit. Et on arrive avec ce mois de l'architecture à toucher beaucoup de citoyens, d'élus, de collectivités avec lesquelles on travaille. Et on s'est dit, voilà, les inviter à participer au chantier commun, c'était une façon aussi d'inviter chacun à entrer aussi dans cette fabrication de la ville, de l'espace public, de réfléchir ensemble et de ne pas avoir que des architectes, des élus, mais tout d'un coup aussi d'inclure, comme on le fait déjà dans d'autres projets, les citoyens, les acteurs locaux, voilà, d'inclure tout le monde. Et de profiter aussi des formats qu'on avait déjà éprouvés, qui fonctionnent bien, qui sont des visites, des parcours pour se reconnecter aux endroits où on habite, et puis pour aller voir des réalisations. Comme par exemple là, le premier écoquartier de Normandie, qui est à Val-de-Reuil, qui a été fait par l'atelier Philippe Madec et qui a reçu plein de prix là, justement, parce qu'il est exemplaire. Et donc du coup prendre le temps de faire visiter avec l'architecte ce quartier pour pouvoir ensuite transmettre ces bonnes pratiques, entre guillemets, ces questionnements et ces bonnes pratiques, quoi. Voilà, donc ce chantier commun, c'est aussi offrir tout d'un coup l'opportunité et des espaces d'échange, de rencontres et d'exploration, de découverte, qui vont permettre de valoriser aussi des projets et des sujets, et des enjeux qui nous semblent, nous, importants, mais pas qu'à nous, parce qu'on travaille avec l'ADEME, avec la région, avec la DRAC, avec des collectivités, avec des architectes, des médiathèques, voilà, des auteurs. Enfin, l'idée, c'est aussi de proposer aussi des formats très divers pour que les professionnels puissent faire évoluer, réfléchir à leurs pratiques, que les élus partagent aussi ces valeurs, enfin, en tout cas, ils les partagent peut-être pas, mais en tout cas qui s'interrogent en tout cas sur leurs pratiques, et puis que les citoyens, des petits jusqu'aux ceux qui sont très impliqués, puissent trouver des événements dans lesquels venir se nourrir aussi. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens en dessous.